Donc nous allons voir maintenant pour les calques. Allez, je vous ai fourni dans ce document, dans cette partie, dans cette session, un document Photoshop et comme ça vous allez comprendre. Donc le point Photoshop, on a vu, point PSD, on va l'ouvrir et je vais vous montrer comment il est composé. Donc là c'est une composition que l'on va faire plus tard avec la création juste d'une image pour créer cette composition qui sera assez simple. Je voulais juste vous montrer comment était composé en fait un document Photoshop. Ouvrez la fenêtre des calques, c'est pas le cas, fenêtre, calque, et vous allez avoir cette fenêtre là qui va s'ouvrir. Là je vais naviguer ici, donc j'ai le petit attention parce que j'ai beaucoup de calques, on voit un arrière-plan qui était blanc, un fond de couleur, etc. Là des éléments, et vous voyez chaque élément en fait se trouve ici, donc là j'avais même un reflet que j'avais mis au début, avec des calques texte, des calques formes, et vous voyez en fait le principe ici de Photoshop, c'est vraiment de jouer avec les calques, un peu de la même manière que si on avait pris une feuille de papier et on faisait du découpage collage. Vous récupérez dans votre magazine un élément qui vous plaît, vous le coupez et vous le collez ou vous le posez sur le résultat final. C'est exactement pareil dans Photoshop. Pourquoi? Parce que on va pouvoir avoir chaque élément graphique séparé et indépendant les uns des autres. Ce qui va nous permettre, avec l'outil flèche de déplacement, de déplacer n'importe quelle image, de la repositionner aussi bien des éléments texte, ici, donc là, mes deux lignes étaient constituées sur le même calque texte, celui-là seul, et ainsi de suite, ce qui me permet de jouer sur la disposition des éléments. Aussi le fond, etc. Donc par exemple le fond qui est là. Je peux jouer sur tous ces éléments, et donc c'est ça la force des calques et de Photoshop qui nous permet tout simplement de déplacer ces calques pour les composer comme on veut et les changer les tailles, changer la disposition, faire des réglages sur des calques, etc. Tout ce qu'on a vu, de toute façon ça on va le voir ensemble, mais je voulais déjà vous montrer comment était constitué un fichier Photoshop avec une création et je vais revenir un tout petit peu plus en détail sur le principe des calques en général. Je reviens juste sur une toute petite précision par rapport au calque. Alors comme je vous disais, il faut bien prendre en compte que chaque élément graphique doit être sur un calque différent. Le calque, quand on va créer un calque, on le fera plus tard, en fait il va se placer au-dessus d'une pile. Il faut considérer que quand on crée un nouveau document, c'est notre feuille de base, l'arrière-plan, la feuille de base. On va prendre des éléments, soit les importer, soit les ouvrir et les faire glisser sur notre document pour créer notre composition. Et ça va être un deuxième calque. On écrit du texte, un troisième calque, etc. Et ils vont se superposer les uns par rapport aux autres. Si je déplace celui-ci, vous voyez, il est placé au-dessus. Mais on pourra jouer sur cette disposition pour que, par exemple, le mot passe en dessous de ce calque qui est ici le téléphone. On va voir ça ensemble, et c'est juste que je veux que vous compreniez bien le principe des calques, parce que par défaut, si vous continuez à écrire sur un même calque ou faire des modifications, des fonctionnalités, ça va être sur un même calque. Si vous dessinez par exemple sur le calque qui est ici, le dessin va être sur ce calque, alors qu'il faudra bien créer un nouveau calque à chaque élément graphique que l'on veut faire. Je préfère juste bien vous le rappeler au départ, après vous allez voir, ça va être instinctif, mais il faut bien prendre en compte chaque élément graphique que vous voulez, c'est faire un nouveau calque. Les calques par défaut se superposent. Bien sûr, on peut modifier le nom, on peut modifier la disposition des calques et on peut paramétrer chaque calque. On va voir tout ça ensemble. Je vais vous montrer rapidement les différents calques qui existent. Allez, on va créer un nouveau document, peu importe les dimensions. C'est un prétexte pour avoir une feuille blanche. Vous voyez, par défaut, on a ici un arrière-plan. On va donc pouvoir tout simplement avoir différents calques. Il y a donc des calques de réglage. Les calques de réglage vont permettre de retrouver un peu ce qu'on avait fait quand on avait fait image réglage, mais en fait on va pouvoir les avoir en calque. Ici, quand on clique tout simplement sur le petit symbole du cercle divisé en deux, c'est un calque de réglage. On va pouvoir par exemple mettre un aplat de couleurs, des dégradés, un calque de réglage pour la luminosité contraste, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec les images, le niveau, etc. Par exemple, si je clique sur un élément, donc là le fond est blanc, donc ça va pas changer grand chose, mais luminosité contraste, vous voyez, on retrouve la même fenêtre que tout à l'heure, mais surtout on l'a en calque, donc je vais pouvoir attribuer ce calque où je veux, parce qu'en fait la luminosité contraste va s'attribuer à tous les calques qui sont en dessous, un peu comme si vous mettiez une feuille transparente avec de la couleur, tout ce qui est derrière va avoir la couleur et tout ce qui est devant n'aura pas attribué par rapport à cette couleur. C'est un peu pareil, tout ce qui va être en dessous va attribuer, comme je vous dis, on mettra ça en pratique par la suite et on peut modifier les mêmes paramètres
que d'habitude. Donc ça, ce sont les calques de réglage et on le fera au fur et à mesure par rapport à des réglages nécessaires et ce qui va nous permettre surtout de les attribuer directement et simplement avec des éléments. On a des calques tout simples. Par exemple, je prends une image. Là, pour l'instant, je vous montrerai, on mettra en pratique tout ça après. Je prends une image, je la mets par exemple ici. Et donc là, on a bien un nouveau calque qui s'est créé parce que mon image, c'était une image détourée. On fera cet exercice de façon ensemble et on a un calque. Vous voyez, ça c'est un calque objet parce que c'est un calque avec une image. Un calque de réglage ici. On peut également faire un calque avec des formes. Pareil, on travaillera sur toutes ces formes, mais je vous montre que ça existe. Ici, c'est un calque de forme qu'on a simplement ici qui s'est créé un rectangle et donc on a un calque de forme. Donc on a plusieurs types de calques, juste sachez que ça existe. On va travailler tout ça ensemble et on va surtout passer à une pratique rapide avec la création de nouveaux calques, renommer le calque, etc. Et on va repartir d'un nouveau document, donc soit si vous avez fait aucune modification, vous avez déjà votre nouveau document, moi je vais en créer un nouveau, fichier nouveau, fichier nouveau, et on va faire certaines modifications et créations. Donc si on veut créer un nouveau calque pour dessiner par-dessus, on verra également comment on dessine avec les formes de pinceau, et ou rajouter des éléments. On retrouve le petit symbole juste en bas qui est là. Depuis la version 2020, c'est un carré avec une croix. Quand c'était la version moins récente, c'est un autre petit symbole qui est ici. Je clique dessus, par défaut, j'ai un calque qui va se créer au-dessus qui va me permettre de créer ce qu'on veut par la suite dessus. Le petit damier symbolise la transparence. Et je vais pouvoir faire différentes actions. Je vais pouvoir, par exemple, le renommer. Si je double-clique dessus, si je clique une fois ici, je vais pouvoir renommer. Et je pourrais mettre ce que je veux. Par exemple, fond, ou je le nomme de l'objet que l'on veut. Ok, vraiment, vous êtes libre. Si vous allez chercher, par exemple, vous pouvez rouvrir ici le document présentation iPhone. Avec l'outil flèche de déplacement, on va tout simplement prendre, par exemple, l'iPhone de dos, le faire glisser sur le petit onglet qui est là. Automatiquement, ça va ouvrir cette fenêtre. Je retourne au milieu et je lâche. À ce moment-là, ce calque arrive sur ma composition. Et là, je vais pouvoir le renommer iPhone. Okay. Je vous remonte, je vais prendre le deuxième iPhone. Je clique, je garde le doigt appuyé sur la souris. Je vais directement vers l'onglet qui m'intéresse. J'arrive ici et je lâche. Et là, j'ai mon deuxième iPhone. Allez, je le nomme iPhone face par exemple. Voilà, donc là j'ai mon iPhone, mais je voudrais avoir la même disposition que par exemple sur un résultat final. Le problème c'est que je voudrais que ce calque-là soit au-dessus de celui-ci. C'est pas gênant, on retrouve la pile ici des différents calques. J'ai juste besoin de prendre ici mon iPhone, je clique dessus et je le fais glisser au-dessus. Vous voyez, automatiquement, j'ai une petite bande bleue qui apparaît. Et donc là, il est bien placé au-dessus. C'est comme si j'avais une pile de papier et je les avais disposés les uns au-dessus des autres. Celui-là, par exemple, on l'avait fait, finalement, il ne nous intéresse plus. Pour jeter un calque, c'est très simple. Je le sélectionne et j'appuie sur la corbeille. Ou tout simplement, je le prends, je garde le doigt appuyé sur la souris et je le glisse à la corbeille. Voilà pour les petites modifications des calques. Donc allez-y. Ouvrez présentation iPhone, faites-le glisser sur le nouveau rendu et puis essayez de le renommer et jouer sur la disposition. Alors d'autres actions sont possibles avec les calques. Par exemple, on a un calque qu'on ne veut plus qu'il bouge parce que là le problème, à chaque fois que je clique dessus, il se sélectionne et il bouge. Je vais pouvoir le verrouiller. Je retrouve ici mon calque et ici des verrous, donc je peux verrouiller différents éléments. Nous, celui qui nous intéresse, c'est le petit cadenas qui est ici. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit avec l'arrière-plan. Si j'ai un calque sélectionné, je clique sur le verrou et là, quand je clique dessus, vous voyez, je ne peux plus le déplacer. Là, je peux déplacer celui qui est en dessous, mais celui-là est verrouillé. Si je veux qu'il soit déverrouillé pour pouvoir le déplacer de nouveau, il me suffit tout simplement de cliquer sur le cadenas pour le déverrouiller. Je peux également vouloir ici regrouper les calques ou les lier. Par exemple, je voudrais que ces deux calques, le positionnement entre ces deux calques me convient. Mais le problème, c'est que si je veux le déplacer, si je clique sur un calque, c'est possible. Je peux en sélectionner deux. En appuyant sur Shift, je maintiens la touche et à ce moment-là, je sélectionne deux calques. Ces deux calques sont sélectionnés. Mais parfois, là, il n'y a pas beaucoup de calques. Il se trouve que ces calques ne sont pas forcément côte à côte ou difficilement retrouvables ou autre. Donc, je vais pouvoir sélectionner mes deux calques. Et si je vais dans la zone grise qui est ici,
clic droit, je vais avoir des fonctionnalités. Et moi, celle qui m'intéresse, c'est lier les calques. Il va avoir, vous voyez, un petit ici 3 maillons pour dire que ces calques sont liés. Je clique à l'extérieur, vous voyez, ça les désélectionne. Et là, peu importe si je clique sur un calque ou l'autre, j'ai pas besoin de sélectionner les deux, parce qu'on voit bien que c'est la zone qui est grise qui est sélectionnée. Les deux bougent ensemble parce qu'ils sont liés. Ça c'est accordé. À l'inverse, si finalement j'ai plus envie ou j'ai besoin de le disposer autrement, il faut retrouver les deux calques et les sélectionner. Et là, clic droit et on fait rompre les liens des calques. À ce moment-là, je suis libre pour les déplacer indépendamment. Je peux également les grouper. Alors les grouper ne permettent pas de déplacer ces calques ensemble, mais permettent de les créer un dossier où tout sera dedans. Je sélectionne tous les calques, 2, 3, 4, 5, 10, et je retrouve le petit symbole juste en bas ici d'un petit dossier. Je clique dessus et ça me crée automatiquement un groupe. Ce groupe, comme les calques, je peux les renommer, par exemple iPhone. Et je sais maintenant que tous mes iPhones se trouvent ici. Vous voyez, je peux déployer le dossier pour retrouver et interagir maintenant individuellement sur chaque élément. Ça permet de mieux ici catégoriser et de mieux retrouver. Je peux donc également cacher l'ensemble ici avec le petit œil d'un calque ou d'un groupe. Voyez, il n'est pas effacé, juste il n'est pas visible sur ma création. Voilà, on a plein de petites manipulations qu'on va voir au fur et à mesure. Je ne vais pas vous submerger de plein de fonctionnalités. On va le voir avec la pratique, ça sera beaucoup mieux, mais au moins vous connaissez déjà les grandes lignes ici pour les modifications de ces calques. Alors, on va revoir des petites fonctionnalités finalement qu'on a vues avec l'image, mais qui peuvent s'approcher du calque. Donc, avec l'outil ici déplacement, j'ai sélectionné sélection automatique. Vous allez voir la différence. Là, je clique à l'extérieur. Si je clique sur mon calque, automatiquement, vous voyez ici à droite, il s'est sélectionné. À l'inverse, si je décoche ici, là, je clique dessus, ça ne le sélectionne pas. Il faut aller chercher directement dans la palette ici, dans la fenêtre des calques, le calque que je veux déplacer. Et peu importe où je suis, ça va le déplacer. Donc parfois, c'est un petit avantage si le calque est compliqué à récupérer, à cliquer dessus, ou il a une transparence ou autre. Mais la plupart du temps, d'avoir automatiquement sélection automatique permet de sélectionner et de cliquer le calque que l'on veut déplacer. Là, j'ai fait commande ou CTRL Z pour revenir en arrière. On peut demander à sélectionner ou à déplacer ici les groupes. On a vu pour les groupes. Le problème, c'est que si je clique dessus ici, vous voyez, ça me déplace finalement pas le groupe, mais le calque sur lequel je suis. À l'inverse, si je demande au lieu de déplacer le calque mais le groupe, ça me déplace le groupe en même temps. C'est bien si on a fait plusieurs groupes pour que ça soit plus rapide, parce que par défaut, avec le calque, ça va le faire automatiquement. On a ici la possibilité, donc moi je ne le fais pas, afficher les options de transformation sur les calques sélectionnés. Ok, moi c'est toujours, en fait par défaut, il y aura quand on clique dessus, la possibilité de modifier la taille. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire, c'est l'équivalent d'avoir l'outil, enfin la fonction CTRL-T, l'outil transformation validé. Donc moi je trouve que ça me perturbe un peu quand je le fais, mais après c'est plus une habitude. Ça vous permet de le faire à la volée, mais parfois ça vous fait des petites erreurs, donc sachez que vous pouvez ici le déplacer. Vous avez la possibilité, quand vous avez deux calques sélectionnés, de les aligner soit complètement à gauche, soit centrés, soit complètement à droite, soit en haut, en bas, etc. Ça, pareil, on reverra plus en détail tout ça, mais sachez que ça existe juste ici, à ce niveau-là. Donc, l'autre fonction qui est intéressante, c'est de redimensionner le calque. On a vu qu'on pouvait l'avoir ici directement quand on avait un calque sélectionné. Sinon, on sélectionne le calque, commande ou contrôle T ou édition transformation manuelle. Donc, ça va interagir sur le calque sélectionné. On l'a vu sur une image. Là, ça va être sur le calque sélectionné. Ça marche aussi bien sur le petit texte qu'on fera tout à l'heure. Ici, un calque qui est celui-ci, ou ça pourrait être l'autre si j'appuie sur Entrée 1. Si j'appuie ici sur l'autre calque, commande ou contrôle T, ça interagit sur ce calque. On a la possibilité d'aller dans un coin pour modifier la taille, agrandir ou réduire. Juste, quand on agrandit, il faut éviter d'agrandir de plus de 10%, sinon après il y a une perte de qualité qui va se créer. Et donc on va pouvoir comme ça agrandir ou réduire ou faire la rotation directement du calque. Là, ça va pas être l'image en général, mais directement du calque. Quand ça me convient, pareil, j'appuie soit sur valider ou soit sur annuler si ça ne convient pas, ou entrer, et là j'ai bien maintenant mon calque qui s'est créé avec, enfin qui s'est modifié avec ce que je voulais en commande T. Je sélectionne par exemple celui-ci, commande T, et je vais pouvoir également le modifier. Et toujours la cible qu'on avait vue pour l'image, ça revient exactement au même. J'appuie sur entrée pour valider ma transformation. Voilà les possibilités pour jouer avec les calques.
Allons faire un petit exercice pour mettre tout ça en pratique. Fichier ouvrir et vous allez ouvrir les deux fichiers qui se trouvent dans le dossier exercice tableau. Vous sélectionnez le premier, vous appuyez sur Shift, vous sélectionnez le deuxième et vous faites ouvrir. Ça va s'ouvrir dans deux onglets différents. Vous avez une image ici qu'il va falloir placer à l'intérieur de ce cadre-là. Là, on a bien un arrière-plan et ici, on a une image en arrière-plan. Donc, il faudra trouver la solution pour déplacer cette image-là et la mettre ici et la redimensionner pour la mettre à la bonne taille. C'est très simple. Je vous laisse essayer de le faire et dans la prochaine vidéo, je vous montre comment résoudre ce petit problème, ce petit exercice très simple au début. Je pense que vous y êtes arrivé, mais je vais quand même vous montrer cette petite solution. Alors, je suis ici sur l'image avec le flamant rose. Je vais juste le déverrouiller comme ça. Je vais pouvoir le bouger. Je prends l'outil flèche de déplacement. Je clique sur mon image qui est maintenant déverrouillée. Je glisse avec la souris sur mon onglet, l'onglet s'ouvre et je le lâche pour arriver juste ici. Une fois qu'il est là, on voit qu'il est beaucoup trop grand. C'est pas grave, je vais zoomer un petit peu parce que je veux le placer dans le cadre qui est ici. Je vais le placer en haut à gauche, voilà, juste là, et je vais pouvoir maintenant jouer sur la transformation. Commande ou CTRL T, je vais dans le coin inférieur, comme ça celui-là ne bougera pas. Et ici, je vais réduire tout simplement pour que ça s'adapte au mieux. Comme ceci, j'appuie sur la touche Entrée quand ça me convient et j'ai bien maintenant mon image qui s'est créée. On retrouve au niveau de la fenêtre des calques ici arrière-plan et calque. J'aurais pu renommer là, c'est pas important. Il ne me reste plus qu'à enregistrer si besoin. Ici, j'ai replacé et redimensionné une image par rapport à des dimensions souhaitées. Passez maintenant à la sélection. Comment sélectionner un objet, un personnage, une forme, peu importe. Je vais vous montrer comment on fait tout ça. Donc pour l'instant, on va voir les bases de la sélection. Il y a plusieurs outils pour sélectionner. Dans la palette des outils à gauche, ici, on trouve plusieurs outils. L'outil pour faire des formes, l'outil pour faire des polygones, l'outil pour faire la sélection rapide. Et il y en a encore d'autres. On va voir très simplement avec Photoshop 2021, ça marche aussi 2019-2020, cette nouvelle option qui est la sélection du sujet. En fait, on va prendre par exemple le troisième outil de sélection, donc là c'est le quatrième outil de la palette, qui est l'outil de sélection rapide, raccourci clavier W. Pour l'instant, on ne va pas se servir de cet outil, on va juste utiliser une des propriétés qu'il a. Quand il est sélectionné, on retrouve les propriétés de l'outil, comme d'habitude pour n'importe quel outil. Et on va ici sélectionner un sujet. Et c'est là où il y a toute la puissance de Photoshop. Il va détecter le sujet principal. Donc là, j'ai pris une image assez simple où vraiment il y a un sujet qui est séparé du fond, mais comme ça vous allez bien comprendre et au fur et à mesure on va complexifier les sélections. Donc quand vous avez pris cet outil, il apparaît ici sélectionner un sujet. Si vous avez une version pas assez récente, il n'y aura pas, mais il y aura bien sûr d'autres moyens de sélectionner. Et ici on a tout simplement besoin de cliquer sur sélectionner un sujet. Là il va calculer donc plus ou moins long suivant la taille de l'objet et la puissance de votre ordinateur. Et ici on a automatiquement, vous voyez, le sujet qui a été sélectionné. Donc moi je voulais bien sélectionner la tasse. Et maintenant, à quoi sert cette sélection? Donc déjà, comment est symbolisée la sélection? La sélection est symbolisée par des pointillés. À chaque fois dans Photoshop, quand vous voulez sélectionner, donc moi c'est comme si j'avais une feuille de papier que j'allais couper pour garder juste la tasse, un peu comme des ciseaux. Là en fait les pointillés symbolisent la délimitation de cette coupe, de cette différence. Et je vais pouvoir donc comme ça isoler cet objet, le prendre, le déplacer sur une photo ou sur un montage que je suis en train de travailler, supprimer le fond ou interagir directement sur cet outil et avec cet outil et sur cet objet. Si je prends l'outil flèche ici de déplacement, vous voyez là les 4 flèches, si je vais au milieu on voit la différence. Là j'ai 4 flèches, enfin j'ai une croix avec les flèches. Et ici, j'ai une petite paire de ciseaux pour symboliser que ça a été découpé. Si je clique, je me déplace, vous voyez, automatiquement, ça a été découpé de mon fond. Donc, allez-y rapidement. Pour l'instant, c'est simple, je reviens en arrière. Je désélectionne commande D, je vais vous le réexpliquer de toute façon. Ici, vous prenez l'outil de sélection rapide et cliquez sur sélectionner un sujet pour avoir ce sujet-là et essayer de le déplacer avec l'outil flèche noire. Très simple, mais comme ça, vous commencez à comprendre au fur et à mesure comment ça marche. J'ai ouvert la deuxième image qui vous est fournie, donc je vais rester sur le thème du café avec la tasse de café. Donc là on voit, on a une main, on a une tasse au loin qui est floue par rapport à la profondeur de champ et une tasse beaucoup plus claire, devant beaucoup plus nette, pardon. Si je reprends le même outil, sélection
sélectionner un sujet, on va voir ce que ça fait. Donc moi je connais un résultat, voilà. En fait, Photoshop va prendre donc le sujet qui est pour lui principal et il va bien ici détourer la partie qui m'intéresse. Donc là, il a bien isolé l'ensemble. Je vais pouvoir le déplacer par exemple ici. Si on regarde, il y a un petit problème qui s'est réalisé. Allez, je vais faire commande Z pour revenir en arrière. C'est là, normalement, il y a un trou. C'est la anse où on tient la tasse, il y a un trou, sauf que ça, il ne l'a pas détecté, il ne l'a pas isolé. Et si je voulais le mettre sur un autre fond ou sur un autre endroit, le problème c'est que, vous voyez, si je voulais le superposer, on ne voit pas ce qui se passe dans ce trou-là. Donc c'est là où parfois il y a les limites de cette sélection de sujets. C'est très bien pour dégrossir, pour faire la sélection, et après, il va falloir l'affiner. Donc on va pouvoir le faire avec différents outils. Et donc là, nous, on va voir avec finalement l'outil qui a été sélectionné, l'outil de sélection rapide. Si je clique longtemps dessus, on va voir, il y a deux outils de sélection rapide. Si je clique longtemps, hop, enfin il y en a même trois maintenant. Outil de sélection d'objets, outil de sélection rapide et outil de baguette magique. Donc là, on va juste voir pour corriger, ici grâce à l'outil de sélection rapide, et après on va voir l'outil de sélection d'objets qui n'existe que sur la version 2021. Donc cet outil, alors je vais faire commande D pour désélectionner, sélectionner, désélectionner ou contrôle ou commande D. Et donc là, en fait, je vais pouvoir jouer sur la taille et sur la fonction de cet outil. En fait, l'outil de sélection rapide, c'est un peu comme sélectionner un sujet. On va cliquer sur une zone et c'est un peu comme si on peignait un petit peu. On va se déplacer en ayant le doigt appuyé sur la souris pour sélectionner une zone. Le logiciel va détecter que les pixels, je vous rappelle, les pixels qu'on a vus, là, elle est composée de plein de petits carrés, voilà, sont à peu près approchants et va comprendre que ça appartient au même objet. C'est pour ça que cet outil fonctionne quand il y a quand même un contraste assez important entre le fond et la forme que l'on veut détourer. On va pouvoir jouer donc sur libre. Donc là, c'est nouvelle sélection. Je clique, je me déplace. Si je lâche, je reclique. Ça efface la sélection précédente et ça la refait. Ici, ça va additionner et ici, ça va soustraire des sélections. Là, on va jouer sur la taille de cet outil. Vous voyez, il est tout petit. Par contre, je vais pouvoir agrandir. Et là, le cercle est beaucoup plus grand. Donc là, s'exprime en pixels. Bien sûr, plus l'image est grande, plus vous devrez avoir une épaisseur de forme importante. La dureté, on ne va pas le voir pour l'instant, c'est plus avec les pinceaux, savoir des bords flous ou pas. La langue, pareil, on ne va pas l'utiliser. Échantillonner dans tous les calques, là dans cet exemple, on ne l'utilise pas, ça veut dire que s'il y a plusieurs calques les uns en dessous des autres, la sélection ne va pas se faire que sur le calque sélectionné, mais sur la pile de tous les calques. Et là, renforcer le contour, c'est pour qu'il soit un peu plus net. Pareil, pour l'instant, on ne va pas l'utiliser. Allez, je vais tout simplement vous montrer maintenant la différence. Je zoome un petit peu. Là, si je prends le premier, vous voyez, je clique, je garde le doigt appuyé sur la souris, automatiquement, vous voyez, il détecte les éléments. Par exemple, si je lâche et je reclique ici, vous voyez, ça continue à sélectionner, automatiquement ça a sélectionné le plus, et ça additionne les formes. Le problème, comme tout à l'heure, vous voyez, on revient au même point que là, mais on a pris un peu plus de temps. Là, cette partie-là, je ne la veux pas. Donc, au lieu d'aller chercher soit le premier, soit le plus, on va chercher le moins. Et là, vous voyez, il y a un petit moins à l'intérieur. On va essayer sur une zone où on le voit bien. Voilà, là, il y a un petit moins à l'intérieur du cercle. Contrairement ici, où il y a un petit plus qui symbolise que c'est additionné, là, il y a un petit moins. Et donc là, je vais tout simplement, là, toute cette zone est sélectionnée, et je vais cliquer dans la zone où je veux soustraire. Je clique et là ça soustrait. Et donc le problème c'est, comme je vous disais, il n'y a pas forcément un contraste assez important. Le logiciel ne détecte pas que c'est pas le même objet. Et donc parfois il faut faire quelques petits allers-retours avec ici le plus. Ce qui est important, c'est de régler surtout la taille du pinceau par rapport à ce qu'on a besoin de sélectionner. Donc je réduis un petit peu. Et voilà. Donc hop, je clique, je lâche. Et ici, voilà, ça a bien sélectionné tout ça. Je vais juste revenir ici parce que finalement la partie de la anse n'a pas été bien sélectionnée. Vous voyez, je dézoome, je vais zoomer en arrière, je prends l'outil déplacement et là, il y a bien le trou. Vous voyez, on voit bien ce qui se passe derrière. Donc, allez-y, essayez avec cette deuxième image de faire les petites manipulations et on va encore continuer dessus. Maintenant, l'outil baguette magique. Alors, si vous avez déjà entendu parler de Photoshop, maintenant on utilise moins. Avant, l'outil baguette magique, on l'utilisait beaucoup depuis quelques versions. Donc il y a l'outil sélection rapide qu'on a fait ensemble. Donc on n'a pas encore vu tous les paramètres, mais on a bien avancé. En tout cas, il y avait l'outil baguette magique. Allez, je désélectionne, sélection, désélectionner, commande CTRL D.
Voilà. Et si je clique longtemps dessus, je vais retrouver ici l'outil baguette magique. Allez, je sélectionne et vous voyez le petit symbole est différent. Là c'était l'outil de sélection rapide, c'était un pinceau avec des pointillés. Outil baguette magique. Alors comment ça fonctionne? L'outil baguette magique fonctionne avec une tolérance. Ici on voit dans les options une tolérance. La tolérance en fait c'est quand je vais cliquer tout simplement, une image, je vous rappelle, une image Photoshop est constituée de petits carrés, de pixels, et en fait quand je vais cliquer avec le petit baguette magique, en fait on va cliquer sur un pixel. La tolérance c'est qu'il va avoir ici une tolérance de 10 couleurs, c'est sur 255 au maximum, 10 couleurs approchant de celle sur laquelle j'ai cliqué qui va être sélectionnée. Alors moi je suis pas un grand fan de l'outil baguette magique, surtout on l'utilise moins souvent, mais en tout cas comme ça vous savez qu'il existe. Je prends l'outil baguette magique, par exemple je vais cliquer dans la zone qui est là. Je clique, je lâche, vous voyez, il y a toute cette zone-là qui est sélectionnée. Donc, pour sélectionner l'ensemble de l'objet, on est obligé de cliquer plusieurs fois. On retrouve la possibilité ici de faire un clic et ça va sélectionner. Si je reclique, ça désélectionne mon ancienne sélection pour en faire une nouvelle. Là, ça les additionne, c'est un peu comme le plus, le moins, etc. Donc là, je vais pouvoir cliquer plusieurs fois. Donc, vous voyez, là, je suis obligé de le faire plusieurs fois, cliquer à plusieurs endroits pour que le logiciel détecte ces couleurs. Là, je vais faire commande D pour désélectionner. Ce qui peut se passer, c'est que les couleurs, quand le 10 c'est assez faible, parce qu'il y a assez de couleurs différentes, je vais devoir augmenter la tolérance. Je peux aller à 255 au maximum, et là, ça prend l'ensemble de l'image. 255, c'est les 255 couleurs que lui va pouvoir prendre en compte. Donc, en fait, la tolérance, va falloir l'ajuster. Par exemple, 50. Et là, vous voyez, tout à l'heure, j'avais cliqué, et là, je vais avoir une petite zone, 50, je vais cliquer, pardon, et voilà, ça prend encore beaucoup d'images au niveau de la tolérance. Allez, je mets 25, je vais désélectionner, je clique ici, vous voyez, ça a pris une plus grosse zone que tout à l'heure. Je désélectionne, je augmente à 45, je valide, et ainsi de suite. Vous voyez, là, ça a pris tout ça. Et donc, au bout d'un moment, le problème, c'est qu'il prend des couleurs approchantes, ça prend des zones à l'extérieur qui sont pas très bonnes. Pour ça qu'on ne l'utilise plus trop, l'outil de sélection rapide est beaucoup mieux. Vous allez prendre l'outil baguette magique vraiment s'il y a un fort contraste entre l'objet que vous voulez détourer et le fond. Par exemple, un logo. Vous avez un logo noir sur un fond blanc, vous pouvez le prendre. Après, il y a plein d'autres méthodes. L'outil baguette magique, je vous l'explique, il existe, vous avez sûrement entendu parler, mais on l'utilise beaucoup. Enfin, plus trop, pardon, parce qu'il y a d'autres solutions beaucoup plus pertinentes pour faire toutes ces sélections. En tout cas, il existe. Raccourci clavier W, il partage son espace avec l'outil de sélection rapide. Donc on a vu outil de sélection rapide et baguette magique. À vous de jouer. Alors on va voir le troisième outil qui partage sa place avec l'outil de sélection rapide et la baguette magique, c'est l'outil de sélection d'objets. Alors on l'avait retrouvé un petit peu tout à l'heure, c'était plus ou moins pareil quand c'était sélectionner un sujet. En fait, sélectionner un sujet, le logiciel va détecter lui en priorité le sujet principal pour le sélectionner. Mais vous dites, j'aimerais bien sélectionner ici la tasse qui est derrière. Le problème, c'est si on fait sélectionner un sujet, il va prendre la tasse qui est ici. Allez, je désélectionne, ça on l'a déjà vu tout à l'heure. Et en fait, sélectionner un sujet va nous permettre d'avoir une sélection, donc soit en lasso, donc lasso c'est le libre, on va voir également, c'est une sélection libre à main levée ou rectangulaire. Et par exemple, je vais définir la zone de travail, la zone de recherche du logiciel pour savoir ce qu'il doit sélectionner. Et pareil, comme tout à l'heure, je peux en créer une, en ajouter, en soustraire si ça ne me convient pas, ou après trouver l'intersection entre deux. En gros, vous allez utiliser les deux premiers. Et là, je voudrais sélectionner tout simplement la tasse qui est là. Je vais un peu à l'extérieur et je vais faire une zone rectangulaire, parce que pour l'instant, je faisais rectangulaire, où il y a mon sujet qui est intégré. Je lâche et automatiquement, le logiciel va commencer à travailler pour faire cette sélection. Vous voyez, là, je vais réduire un petit peu et elle est déjà très bonne. Là, après, on pourra dupliquer pour un autre outil, par exemple. Ici, l'outil de sélection rapide, je voudrais soustraire la zone qui est ici, donc j'ai juste besoin de zoomer. Donc là, l'image est très floue, ça va être dur de faire une bonne sélection, mais c'est pas grave, je vais quand même vous montrer. Je vais réduire tout simplement le rayon, et là, je vais essayer, hop, raccourci clavier, un Alt en maintenant, au lieu du plus, moins, et voilà, j'ai à peu près une zone, donc là, la sélection, elle n'est pas terrible, mais elle a le mérite d'exister, il y a un peu de flou, après je vous montrerai d'autres méthodes pour améliorer, mais vous voyez, déjà, j'ai cette zone-là qui a été bien ici avec le trou, hop, qui a été sélectionné. Et donc l'avantage, c'est que je vais pouvoir demander au logiciel, finalement, ce sujet, au début qui était imposé par Photoshop, là, de choisir la zone
que je veux qu'il sélectionne. Et c'est vraiment très bien, c'est un gain de temps, vous allez voir, c'est très très pratique. Alors ça, c'est dans les dernières versions de Photoshop, hein. Vous l'avez pas forcément si c'est moins récent. Ensuite, si vous voulez faire à main levée, là vous avez le lasso. Là la forme, par exemple, elle pourrait être proche d'une autre forme et ça rentrera dedans, c'est pas pratique. Donc on aura le lasso. On clique, on garde le doigt appuyé sur la souris, je me déplace et donc je m'approche au mieux par rapport à peu près à la sélection que je veux. Je vais lâcher et il va calculer la zone qui est là. Et donc là par exemple, je pourrais soustraire à peu près la zone qui est ici. Je vais essayer de le faire. Hop. Voilà, il va calculer à peu près une zone pour faire le trou. Je peux également, donc là je vais revenir à 0, refaire la zone qui est ici, à main levée. Donc je suis avec une souris, je ne suis pas avec une tablette graphique. Et là, il a sélectionné. Je vais soustraire la zone qui est ici. Hop, j'ai raté. Je vais soustraire la zone qui est ici. Voilà, il a calculé, c'est assez propre. On aurait d'autres méthodes pour affiner, mais vous voyez rapidement, c'est quand même très bien au niveau de la sélection. Donc allez-y, entraînez-vous et on va passer encore à d'autres outils. On va rouvrir un document qu'on avait déjà vu, mais cette fois on va l'utiliser un peu différemment, qui est tableau.jpg. De toute façon, je vous l'ai fourni avec ce chapitre. Donc vous l'ouvrez et je vais vous montrer comment on peut sélectionner avec l'outil lasso, qui est différent. Il y a différents lassos. Ça se trouve dans la fenêtre des outils. Ici, c'est le troisième outil. Si je clique longtemps dessus, on va retrouver lasso, lasso polygonal et lasso magnétique. Alors on va prendre le premier, lasso normal, outil lasso. Alors vous allez voir, là ça va être un peu dur à utiliser, dans certaines conditions on va pouvoir l'utiliser beaucoup mieux. Là voilà, c'est pas terrible parce qu'en fait c'est à main levée. Juste pour vous informer, je suis avec une souris ici, donc si vous n'êtes pas avec une tablette graphique, n'ayez pas peur, hein, ça marche aussi. Allez, je vais zoomer, hop, un petit peu. Et là, c'est à main levée. Je clique, je garde le doigt appuyé sur la souris, je me déplace et je vais essayer au mieux, hop, c'est pas facile, de faire le tour du cadre ici de mon tableau. Et vous voyez, c'est pas parfait, ça a un peu bougé. Si je déplace, hein, on voit bien que là, c'est pas terrible. Mais en tout cas, voilà, il a le mérite d'exister. Dans certaines conditions, vous allez voir, c'est quand même pratique. En tout cas, on va voir les autres parce que c'est beaucoup plus adapté. Et en fait, c'est pour ça qu'au fur et à mesure, on va avoir de plus en plus d'outils de sélection, suivant l'outil, enfin, suivant la forme ou l'objet que vous devez sélectionner. Les différents outils vont pouvoir être adaptés. Un peu comme au bricolage, hein. Au bricolage, vous allez prendre tel ou tel outil pour le faire. Vous ne prenez pas toujours le même tournevis pour la même vis. C'est un peu pareil ici. Allez, je clique longtemps dessus, outil lasso polygonal, et cette fois, ça me permet de faire des lignes droites. Je clique, je lâche, et si je vais plus loin, automatiquement, j'ai une ligne droite qui apparaît. Et je vais pouvoir comme ça faire des lignes droites, donc des carrés, des rectangles, des formes plus complexes, mais en tout cas, dès qu'il y a une forme avec des lignes droites à sélectionner, vous pouvez le faire ici le cadre, c'est très simple. Je vais au coin, je clique, je lâche, je vais plus loin, je clique, je lâche, je clique, je lâche, et là c'est quasiment parfait au niveau de la sélection. Donc je ne vais pas bien cliquer ici, mais voyez, en tout cas le cadre est bien un cadre rectangulaire, c'est très bien et c'est adapté. Le troisième ici, qui est le lasso polygonal, alors magnétique, pardon. Je vais vous expliquer comment il fonctionne, on va l'utiliser, et sur certains principes, il est très bien et très rapide. C'est pas le plus précis, mais souvent ça marche bien. Alors pareil, hein, on retrouve les options, tout à l'heure je vous ai pas montré les options parce qu'elles sont moins intéressantes. Ici, on retrouve les mêmes options. Contour progressif, c'est si on veut un petit flou quand on le déplace, vous savez, avec l'outil flèche noire, d'avoir un flou, donc parfois c'est bien. On peut mettre le lissage, on peut mettre ici la taille de mon outil, le contraste et la fréquence. La fréquence, c'est le nombre de fois où il va essayer de calculer les points pour ajuster par rapport à la forme. Ok ? En fait, le logiciel va détecter, c'est la différence entre l'objet que vous voulez détourer et le fond. Ici, il y a un fort contraste. Si je clique, je lâche, en fait, vous allez voir, il va me détecter des points. Alors c'est moins bien pour les lignes droites parfaites. Vous voyez, là je suis un peu décalé et il va se magnétiser par rapport au changement. Là si je change, vous voyez, il a automatiquement détecté. Allez, je vais revenir en arrière. Par exemple, je vais essayer de détecter la zone qui est ici. Vous voyez, elle est un peu aléatoire. Et en fait, il va détecter qu'il y a un changement de couleur pour créer des points d'ancrage. Si vous voyez que les points ne sont pas assez fréquents, soit il faudra augmenter la fréquence là-haut, soit vous cliquez et ça vous permet automatiquement d'ajouter des points d'ancrage. Je vais le refaire et là je vais augmenter un petit peu, par exemple à 100. Et là il va rajouter beaucoup plus de points que tout à l'heure, vous voyez, beaucoup plus de points, donc ça sera beaucoup plus précis.
Et donc ça, rapidement, vous voyez, si je me décale un petit peu, automatiquement, il se magnétise au mieux par rapport à mon rendu. Et là, bon là, je l'ai fait très vite fait, mais vous voyez, comme ça, j'ai mon ballon qui a été isolé. Et donc, vous allez voir que dans certaines manipulations, c'est très bien, au lieu de prendre d'autres, vous êtes quand même maître ici pour à peu près avoir la zone, et ça va sélectionner la zone avec le magnétisme pour corriger un petit peu les erreurs que vous pourriez avoir quand vous vous déplacez. Voilà les différents moyens de sélection avec les lassos. C'est sur le même visuel et je vais vous montrer d'autres moyens de sélection. Pour l'instant, c'est un peu des moyens de sélection un peu rigides, un peu contraints par certaines fonctions, moins libres, mais en tout cas, elles vont aussi servir, comme je vous dis, on va en avoir besoin de plusieurs suivant ce qu'on a besoin de sélectionner. Donc là, le cadre, par exemple, c'est un rectangle et on va trouver un outil de sélection très simple et intéressant à utiliser. L'outil de sélection rectangulaire. Je clique longtemps dessus, on va retrouver l'outil de sélection rectangulaire, ellipse, pour faire une colonne d'une rangée, enfin une ligne horizontale d'une rangée, une ligne verticale d'une rangée. L'outil rectangulaire, ça fonctionne de la manière suivante, je vais zoomer, je vais donner un point de départ, je clique, je garde le doigt appuyé sur la souris, je me déplace. Et là, en fait, automatiquement, ça va faire un rectangle ou un carré, et donc tout ce qui va être dans les pointillés vont être sélectionnés. Et par exemple, je peux comme ça aller aux différents coins, et je lâche, et toute cette zone est bien sélectionnée. Oui. Je peux faire également un carré. Ici, si je veux un carré parfait, je maintiens la touche Shift, donc c'est la touche pour les majuscules, et là, ça me permet de sélectionner un carré. Commande ou CTRL D pour désélectionner. Et je retrouve également l'outil ellipse. Donc là, c'est moins adapté parce qu'il n'y a pas d'ellipse, mais vous allez comprendre, je clique, je me déplace, ça fait une ellipse, et donc c'est ce qu'il y a à l'intérieur du pointillé qui vont être sélectionnés. Ok. Hop, je déplace avec l'outil flèche de déplacement. Et comme tout à l'heure, pour faire d'un rectangle un carré, on peut faire d'une ellipse à un cercle. Si j'appuie sur Shift, ça génère automatiquement un cercle. Donc parfois c'est intéressant, ça vous permet de faire une zone ici circulaire que vous pourriez mettre sur un nouveau calque, mettre de la couleur, etc. On va voir pour mettre la couleur. Il y a beaucoup de choses à faire ici. C'est d'autres options, au moins comme ça, vous savez qu'ils existent. Dans les ateliers, on va mettre tout ça en pratique. Essayez de faire ces petites formes, les déplacer. Pour l'instant, il n'y a pas forcément quelque chose de très précis à sélectionner, en tout cas avec l'outil rectangle, et essayez de sélectionner le cadre. Allez, à vous de jouer. Faire un exercice pratique pour mettre justement en pratique tout cet outil de sélection. On va faire quelque chose de simple, comme ça vous allez comprendre. Allez, fichier ouvrir, vous téléchargez là les fichiers que vous avez pu mettre là sur votre ordinateur et vous allez retrouver fond.jpg et personnage. Allez, je sélectionne les deux, je fais ouvrir, ça va s'ouvrir dans deux onglets différents. Donc j'ai mon personnage et j'ai mon fond. Ça pourrait être un autre fond, n'importe lequel. Moi, ce que je vais vouloir faire, c'est que ce personnage se mette sur ce fond. En fait, c'est changer le fond qui est là, et comme je vous dis, ça pourrait être la vue d'autre chose, ou tout simplement pour un photomontage. Là, on va faire pour l'instant quelque chose de très simple. Je vais sur le document personnage.jpg. Je prends l'outil, par exemple, allez, on va prendre l'outil de sélection d'objets. Donc, soit on pourrait cliquer sur sélectionner un sujet, soit je vais tout simplement, ici, le sélectionner. Voilà, grossièrement avec l'outil lasso, il va recalculer et retrouver automatiquement ici l'ensemble de ce personnage. Il y a des petits problèmes avec les cheveux, on verra ça dans un second temps. On peut essayer de voir pour accumuler, voir s'il peut redéfinir un petit peu plus les cheveux. Voilà, un tout petit peu, mais le problème c'est qu'il va avoir du bleu derrière, donc moi ça me convient pas pour l'instant, ça va aller. On va améliorer par la suite la sélection, le contour, et je vais tout simplement prendre mon outil de déplacement. Là, j'ai bien mon personnage qui s'est isolé, et je vais le faire glisser tout simplement dans l'onglet où il y a le fond. Je le fais glisser ici, et je lâche. Voilà, il y a un peu de bleu, c'est pas gênant, pour l'instant c'est vraiment pour faire une première approche, et j'ai ici mon personnage. Il est un peu trop grand, commande ou CTRL T, et je vais l'ajuster ici. Je peux même le mettre un peu dans cette partie-là. Et voilà, très rapidement, j'ai pu changer. Alors, l'intégration n'est pas la plus parfaite, c'est juste pour que vous compreniez surtout la mise en place des outils, à quoi ils servent. Donc, c'est vraiment d'isoler un objet, un personnage, pour le mettre autre part ou dans une composition graphique. On retrouve ici dans la fenêtre des calques, on a bien un calque avec un damier qui symbolise la transparence et l'arrière-plan qui est le fond. Donc, allez-y, essayez de le faire. Prenez l'outil que vous voulez. Donc moi j'ai pris l'outil ici sélection d'objets, vous pouvez prendre l'outil de sélection rapide, vous pouvez prendre en cliquant sur sélectionner un sujet,
vous le prenez et vous le déplacez ici. Il vous reste plus qu'à l'enregistrer si vous voulez le garder, ou si vous voulez pas le garder, vous fermez et on va passer à la suite. Quand on fait des créations, on a besoin de mettre de la couleur. C'est ce qu'on va voir dans ce chapitre, comment mettre de la couleur de différentes manières. Allez, fichier nouveau, on va créer tout simplement un nouveau document. Peu importe les dimensions, moi je reste sur 1920 1080 par 72 pixels pouces, mode de couleur RVB, et c'est dans ce chapitre où je vais vous expliquer la différence entre RVB et CMJN. Allez, donc j'ai mon format de document. Si vous n'avez pas exactement le même, c'est pas gênant. Alors par exemple pour une création, on avait vu vite fait la création là tout à l'heure avec l'iPhone, on avait un fond de couleur. Comment faire par exemple ce fond de couleur? Il y a plusieurs méthodes et je vais vous en montrer quelques-unes. Donc par défaut, on va laisser l'arrière-plan, comme je vous disais, c'est un peu comme une feuille de papier de support où on va mettre après les éléments graphiques. Alors, je retrouve des options en bas de la fenêtre des calques si vous ne l'avez pas, fenêtre calque. Et ici, vous avez différentes options. Donc ça sera pour créer un nouveau calque, ça va être une des méthodes, mais on va pouvoir également créer ici, sur le petit symbole qui est le cercle divisé en deux. Vous cliquez et vous avez plusieurs possibilités. On avait vu les lignes, les luminosités, contrastes, les niveaux. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de mettre couleur unie. En fait, ça va faire un aplat d'une couleur unie et on va pouvoir définir cette couleur. Je clique dessus et là, par défaut, j'ai une fenêtre qui apparaît qui est un sélecteur de couleurs. On voit entre parenthèses ce secteur de couleurs sur quoi il interagit, ici sur la couleur unie. Et je vais retrouver ici un carré où je vais pouvoir changer tout simplement là, ici la saturation et la luminosité, et ici tout simplement la teinte. Donc la teinte, c'est la couleur. Okay, donc là, j'ai le petit ascenseur qui me permet de changer la teinte. Donc la teinte rouge, vert, bleu, etc. Et ici, soit la luminosité, donc plus ou moins lumineux, ou soit la saturation, plus ou moins saturé. Vous voyez, plus ou moins vif ou plus ou moins terne. Alors quand c'est à 0, c'est quasiment blanc ou gris, suivant la couleur. Et ici, après, la saturation, si elle est très élevée, c'est très flashy ou foncé. Si je descends, absolument la luminosité en bas. Ok, luminosité en haut, en bas. Saturation gauche, droite et la teinte ici. Voilà. Bon, après, c'est les termes qui sont utilisés. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de toujours les retenir. En tout cas, c'est comme ça que vous avez besoin. Alors, pour choisir une couleur, vous choisissez la teinte. Par exemple, vous voudrez que ça soit ici, vers le rouge. Et là, je vais pouvoir aller avec ma souris où je veux. Et là, je peux me déplacer. On voit le résultat directement ici. Et on voit la couleur qui est juste ici. La couleur active, c'est la couleur qui a été sélectionnée avant. Et donc, si ça me convient, j'appuie sur Entrée. Et après, on a différentes possibilités ici. On retrouve des indications. Donc, TSL, teinte, saturation, luminosité. RVB, rouge, vert, bleu, c'est ça. On est sur une couleur ici RVB. Il y a 221 de rouge, 52 de vert, 132 de bleu. Ça, le lab, on va encore moins l'utiliser. Les deux que vous allez utiliser principalement, c'est RVB et CMJN, cyan, magenta, jaune et noir. On voit qu'il y a 0% de cyan, 98% de magenta, 8% de jaune et 0% de noir. Donc voilà, ça c'est vraiment les correspondances des couleurs. Et ici, ce sont les couleurs hexadécimales qui sont en fait surtout utilisées pour le web. C'est comme le hashtag avec chaque couleur a un code. Donc souvent, vous allez pouvoir récupérer ce code également pour pouvoir le réutiliser. On a la possibilité de créer des nuanciers ou autres. Pour l'instant, on ne va pas le voir. Et ici, on peut voir les différences au niveau des couleurs parce qu'il y a des couleurs qui ne sont pas imprimables. Par exemple, on va nous dire ici, cette couleur n'est pas imprimable. Donc si vous restez sur un écran, c'est pas gênant. Si vous voulez l'imprimer, vous voyez, ça a complètement changé. Ça, c'était la couleur que vous vouliez. Si vous imprimez, c'est comme ça. Donc si c'est un visuel qui est destiné à être imprimé, attention de ne pas prendre de couleurs qui ne sont pas imprimables. Il va falloir cliquer ici pour retrouver votre bonne couleur. Allez, assez parlé, on va valider, j'ai ma couleur. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve maintenant dans le calque à droite ce calque de remplissage qui s'est créé ici. Ça, je vous expliquerai après, c'est le masque de fusion, on le verra plus tard. En tout cas, on retrouve la possibilité ici d'un petit carré de couleur. Et je vais pouvoir modifier si par la suite cette couleur ne me convient pas. Il me suffit de double-cliquer dessus, je retrouve ce sélecteur de couleurs et à la volée, je peux modifier la couleur. Donc peu importe, et je valide. Et c'est modifiable comme ça à l'infini. Donc allez-y, essayez de faire ce petit calque de remplissage juste là et mettre une couleur que vous voulez. Donc ça, c'est une des méthodes pour mettre de la couleur. Moi, je l'aime bien parce que
elle est très flexible, hein, comme je vous dis, on peut changer la couleur à la volée. Allez, je vais mettre à la corbeille ce calque, je le prends, je le glisse à la corbeille, je vais retourner sur l'arrière-plan. Je vais vous montrer une deuxième méthode avec l'outil pot de peinture. Donc, l'outil pot de peinture va nous permettre de faire un aplat de couleurs, aussi bien pour ici la globalité sur un calque, c'est ce qu'on va faire pour créer un fond, on va récupérer toujours la même méthode pour faire un fond, ou après on aura pu le mettre dans une zone, je vais vous montrer. Je crée un nouveau calque parce que je vous rappelle que dans Photoshop, on va mettre un nouveau calque pour chaque élément graphique. Là, c'est un damier pour symboliser la transparence et je vais aller chercher le pot de peinture. Le pot de peinture se trouve dans la palette des outils. Le petit symbole, c'est le pot de peinture. Le raccourci clavier, c'est G. Si je clique longtemps dessus, je vais retrouver l'outil dégradé qu'on va voir, l'outil pot de peinture et l'outil dépôt de matière 3D qu'on ne va pas voir dans cette formation. Ça sera plutôt intermédiaire. Allez, outil pot de peinture. Je sélectionne le calque sur lequel je veux interagir et mettre de la couleur. D'ailleurs, on va prendre l'habitude, on va l'appeler fond couleur, comme ça. Vous pouvez renommer aussi vos calques, voilà, fond couleur. Et donc là, la couleur, on retrouve dans la palette des outils deux carrés de couleur. Il y a la couleur ici qui est la couleur de premier plan et derrière la couleur d'arrière-plan. Je peux permuter ici les couleurs et là, je peux retrouver par défaut un noir à 100% et un blanc à 100%. Si je veux modifier, parce qu'en fait, la couleur du pot de peinture c'est cette couleur-là qui est attribuée. Pour la modifier, je vais double-cliquer et je retrouve comme tout à l'heure, vous savez, quand on a vu le sélecteur de couleurs. Ici, c'est sélecteur de couleurs et on voit sur quoi on interagit. On interagit couleur de premier plan. Comme tout à l'heure, je choisis ma couleur et je vais pouvoir choisir teinte, cette luminosité, la saturation, etc. Je valide. Là, la couleur s'est enregistrée. Maintenant, je vais devoir l'appliquer. Pour l'appliquer, je vais n'importe où dans la zone, parce que là, je vais le mettre sur l'ensemble. Je clique, je lâche. Et ça s'est mis. Alors il y a une petite différence, c'est que maintenant si je veux changer la couleur de ce fond, c'est pas comme tout à l'heure où je cliquais ici et je changeais la couleur, là je vais devoir aller ici. En fait, la dernière fois c'était un paramètre qui était fait et ça faisait tout le fond. Là maintenant c'est un rectangle de couleur et je vais pouvoir attribuer avec cette couleur. Je clique dessus et je mets une autre couleur. La différence c'est si là je le déplace, vous voyez, c'est juste un rectangle de cette couleur là. Voyez, on avait vu comment noter pour réduire les éléments, hein, vous pouvez réduire maintenant ce calque avec cette couleur là. Si de nouveau je retourne sur le pot de peinture et que je mets une autre couleur, attention, là vous voyez, ça va le faire que sur les zones de la même couleur. Ça c'est une particularité. En fait, le logiciel va détecter automatiquement des zones qui sont approchantes au niveau de la couleur pour la peindre. Et c'est pour ça qu'on retrouve des options ici. L'opacité, donc à 100%, par défaut au début on va laisser l'opacité à 100% et on va retrouver la tolérance, un peu comme la baguette magique. Si vous voulez trouver une couleur et la peindre, si vous cliquez dessus, vous voyez, il va retrouver des couleurs approchantes. Et donc ça, il va détecter, plus la tolérance sera importante, plus il va prendre au maximum. Si je prends 250 qui est maximum, ici ça va, faut que je valide, et ça va prendre au maximum les tolérances. Là, il va trouver la zone blanche pour la sélectionner. Donc là, vous allez pouvoir, par exemple, si vous avez une image, je vais rouvrir une image, fichier ouvrir, peu importe, moi celle qui s'ouvre, allez, la tasse, je valide et je prends le pot de peinture. Alors c'est pas la meilleure solution pour peindre, mais en tout cas vous allez comprendre. Je crée un nouveau calque et là, si je peins, ça le peint sur l'ensemble. Par contre, si je retourne sur l'arrière-plan et ici je choisis, vous voyez, il va peindre ici la zone que lui aura détectée. Voilà, c'est une autre possibilité, mais c'est rarement comme ça qu'on l'utilise. Hein. Souvent, on utilise une zone de sélection pour la peindre. En tout cas, si vous voulez faire un fond, vous prenez un nouveau calque, vous prenez la couleur souhaitée, hop, voilà, et vous cliquez, et vous avez votre calque ici avec le fond de couleur. Voilà pour les grandes lignes de comment fonctionne le pot de peinture. Notre solution pour mettre de la couleur à notre arrière-plan, c'est créer un dégradé. Alors là, je vais mettre à la corbeille le calque ou les calques, hein, si vous en avez plusieurs, pour avoir l'arrière-plan blanc. Je vais créer un nouveau calque et je vais attribuer à ce nouveau calque transparent un dégradé. Il y a plusieurs méthodes pour faire un dégradé. Ici, on va voir avec l'outil dégradé. Je clique longtemps sur l'outil pot de peinture, vous devez avoir l'outil pot de peinture et je vais retrouver outil dégradé. Je clique dessus et là, je vais pouvoir paramétrer mon outil. Je vous explique et vous mettez la méthode assez rapidement et on va revenir dans les détails progressivement. Donc j'ai les options ici, les propriétés de mon outil dégradé. Ici vous avez peut-être une couleur qui n'est pas forcément la même.
Là, on va voir les formes de dégradé. Je vais vous montrer le mode, l'opacité et après si on veut inverser ou autre. Ok? Donc, je vais cliquer dans un premier temps dans cette zone-là. Moi, sur cette version-là, 2021, j'ai cette présentation-là. Vous avez peut-être déjà des carrés directement qui sont faits suivant la version que vous avez. Ce n'est pas gênant. On va aller rechercher basique. Et là, ça va nous permettre de récupérer le tout premier qu'on va faire et qu'on va utiliser. Ça va être, regardez qui est bien dans le nom, premier plan vers arrière-plan. En fait, ces couleurs, on va pouvoir les définir ici. Ça, on a vu tout à l'heure que c'était couleur de premier plan, couleur d'arrière-plan. Donc, on va faire le plus basique pour l'instant. Vous allez chercher ici basique. Vous cliquez sur le premier, vérifiez qu'il est premier plan, arrière-plan, vous validez. Là, pour l'instant, on est en train de paramétrer l'outil. Ça ne fait pas un dégradé, on le paramètre. Pour changer la couleur, on voit ici en fait que c'est une redite de cette couleur-là qui se dégrade vers la couleur d'arrière-plan. Couleur premier plan, couleur d'arrière-plan. Maintenant, on va pouvoir le générer. On va pouvoir le générer par rapport à différentes formes. On va prendre le premier qui est l'outil linéaire. Ça va faire un dégradé en ligne droite. Mais on peut faire un dégradé en ligne droite dans une diagonale. Ce n'est pas en ligne droite forcément horizontale ou verticale. Par exemple, je veux faire un dégradé qui va d'ici vers là-bas. Donc ça va faire de la couleur sur l'ensemble de la forme, mais le dégradé va s'attribuer entre mes deux points. Je clique, je garde le doigt appuyé sur la souris, je vais plus loin. Mon dégradé, le mélange des couleurs va commencer ici pour s'arrêter là où je lâche. Mais la partie qui a commencé juste là va être la couleur de premier plan, celle-là à 100%. Allez, je clique, je lâche, comme ça vous allez voir. Cette partie-là, c'est la couleur de premier plan à 100%. Cette partie-là, parce que j'ai lâché ici la souris à peu près ici, là c'est la couleur d'arrière-plan à 100%. Et entre les deux, plus la distance est longue entre les deux, plus le dégradé est diffus. Si je fais pareil mais avec une ligne plus petite entre les deux, vous voyez, la zone de dégradé, là on voit bien que c'est la zone à 100% du premier plan, la zone à 100% du deuxième plan, et là, vous voyez, et je peux le faire dans tous les sens. Donc plus c'est diffus, plus c'est grand entre les dégradés, plus c'est intéressant. Donc allez-y, générez pour l'instant un dégradé simple et on va rentrer plus en détail ici. Allez, on va voir quelques options supplémentaires de l'outil dégradé. Donc, on a fait un dégradé linéaire. On retrouve en haut différentes formes de dégradé. Dégradé, ici, radial. Dégradé incliné, réfléchi et losange. Alors, le radial, en fait, ça va faire un cercle. Toujours là où je clique en premier, si vous n'avez pas coché ici, il faut bien que ça soit décoché. Là où je clique en premier, c'est la couleur de premier plan et ici où je lâche, c'est la couleur d'arrière-plan. Je clique, je me déplace, et là, vous voyez, j'ai automatiquement ma couleur de premier plan qui apparaît ici. L'incliné fait une petite forme un peu différente, vous voyez. Ensuite, le réfléchi, c'est la couleur du milieu, la couleur de premier plan qui est au milieu, et deux éléments extérieurs qui sont la couleur d'arrière-plan, et là, des losanges. Voilà. Donc ça, c'est la première possibilité des formes ici de l'outil dégradé. Maintenant, on va pouvoir changer la couleur. Souvent, vous faites un dégradé linéaire, mais la couleur ne me convient pas. Ici, je suis donc à la couleur de premier plan. Là, j'ai besoin juste de cliquer là. Sélection, couleur premier plan. Je choisis ma couleur de premier plan, je fais OK. Ça l'a changé. Couleur d'arrière-plan, je clique sur le carré blanc. Je vois bien, sélecteur de couleur d'arrière-plan. Je mets la couleur que je veux. Allez, peut-être un autre. Voilà. Et je valide. Et là, ça va me faire ma couleur de premier plan à arrière-plan. Et vous voyez, plus ou moins diffus, suivant ce que je veux. Donc ça peut créer comme ça pas mal de couleurs et ça marche à chaque fois ici. Ensuite, si je clique si je clique tout simplement d'ailleurs, pardon, ici, donc moi c'est la dernière version, 2021, vous c'est peut-être présenté différemment, vous avez différents styles de dégradés qui peuvent exister. Donc là, il y en a des prédéfinis et vous pouvez donc avoir comme ça des couleurs ici qui sont prédéfinies pour avoir des formes. Je ne vais pas rentrer plus en détail dans les dégradés, on va surtout les mettre en pratique quand on va faire des ateliers. Vous pouvez jouer un peu plus longtemps dessus. Le mode ici, on le verra beaucoup plus tard parce que ça s'applique aussi au calque, là on n'a pas besoin. L'opacité, c'est si vous voulez que ce soit un peu moins opaque, qu'il y ait une transparence pour voir ce qui se passe dessous. Inversé, ça va finalement intervertir premier plan, arrière-plan. Et là, simulé et transparence, c'est par rapport quand vous êtes avec une tablette graphique. Allez, voilà, vous connaissez toutes les bases du dégradé et on va aller de l'avant encore avec les couleurs. Méthode pour mettre de la couleur, on a vu pour faire un aplat, un dégradé, on va pouvoir peindre avec le pinceau. Allez, je mets ça à la corbeille, je crée un nouveau calque pour avoir une zone où je vais pouvoir dessiner. Maintenant, je vais prendre l'outil pinceau qui se trouve dans la palette des outils, juste ici le symbole du pinceau, raccourci clavier B. Je clique dessus, j'ai différents outils, je vais voir l'outil pinceau. Alors maintenant, ce qui m'intéresse ici, ce sont
les options, les propriétés de cet outil. Je retrouve l'outil sélectionné, la taille, donc en diamètre de mon pinceau, le mode, donc normal par défaut, l'opacité, plus ou moins transparent. Ici, c'est si on veut utiliser la pression d'une tablette graphique par rapport à l'opacité. Le flux, donc c'est le nombre de fois finalement où la répétition, quand je vais faire un trait en continu, va se répéter. Vous allez voir, on pourra le réduire. Le lissage, et après l'angle, si on a d'autres angles par rapport à des formes de pinceau particulières, pour l'instant, on prend au plus simple. Ici, on a de nouveau la possibilité de le faire par rapport à la tablette graphique. Et ici, on va définir des symétries pour la peinture. On ne va pas s'intéresser à ça. Pour l'instant, on fait le plus simple. En tout cas, vous voyez, beaucoup d'options qui existent. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout l'épaisseur. Donc, c'est le diamètre, la taille de notre outil et la dureté qui sont à voir les bords plus ou moins nets ou plus ou moins flous, donc plus ou moins durs ou pas. Allez, je vais vous montrer simplement. Ma couleur, c'est la couleur de premier plan. On a vu comment choisir les couleurs de premier plan. Prenez celle que vous voulez. Vous cliquez, vous gardez le doigt appuyé sur la souris, vous déplacez et voyez, hop, automatiquement, ici, là, j'ai un dessin qui va se créer avec une couleur en continu. Il s'est placé là. Je lâche. Par exemple, je clique, je vais plus loin. Et là, en fait, ça me fait des formes. Ici, je clique, je lâche. Si je clique, je garde en continu et je me déplace, ça fait une forme en continu. Ok ? Donc ça, c'est le plus simple avec des bornettes. Je vais revenir en arrière. Et c'est là où on va pouvoir jouer également sur la taille, l'épaisseur. C'est plus ou moins gros, vous voyez. Là, j'augmente très largement, exprimé en pixels. Ensuite, la dureté, qu'est-ce que c'est? Alors, la dureté à 100%, vous voyez des bords très nets. Si je mets la dureté à 50%, si je clique, je lâche, j'ai gardé le même diamètre, je n'ai pas bougé ici. Je clique, je lâche, vous voyez, ça n'a pas du tout le même effet. Et si maintenant je mets à 0%, ça va être ici, très diffus. Pourtant, c'était la taille qui était identique. Vous voyez, je vais revenir à 100%. Vous voyez, c'est beaucoup plus gros finalement. C'est parce qu'en fait, ça fait des bords diffus. Et ça marche, ces bords diffus fonctionnent également. Je vais réduire la taille, je vais mettre ici, quand je peins. Vous voyez? Et ça me permet donc de faire des effets avec des bords très diffus. Je veux changer la couleur, hop, je prends une autre couleur. Si je veux que ça soit sur le même élément, même calque, je dessine là, sinon je pourrais créer un autre calque. Et vous voyez, je peux comme ça, je peux peindre différents éléments ici, tout ce que je veux. Donc là, voilà le principe de base du pinceau. Je prends des formes de pinceau. Pour l'instant, forme basique, on rentrera dans les détails avec plus de formes par la suite. Pour l'instant, vous avez juste besoin de savoir ça, ça suffit largement. On va pouvoir mettre la couleur, la taille et la dureté. Et sachez que par la suite, on peut mettre des formes de pinceau particulières, créer des formes de pinceau, mettre des effets, il y a plein de choses, mais ça, on le verra par la suite. Ici, avec ça, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses et vous pouvez commencer à écrire. Par exemple, vous écrivez des initiales ou ce que vous voulez, hop, à main levée, épaisseur, allez, dureté ici, hop, et je vais marquer logo, par exemple. Voilà. Hop, vous pouvez écrire, vous pouvez dessiner des formes, vous pouvez tout faire vraiment avec le pinceau et on va le mettre en pratique par la suite. Alors, je vais vous expliquer rapidement la différence entre le RVB, rouge, vert, bleu, et le cyan, magenta, jaune, noir, CMJN, que vous avez peut-être entendu parler. Alors, on utilise le RVB, tout ce qui est pour le web, pour l'écran, vos téléphones portables également, c'est du RVB, ce sont des couleurs lumineuses qui sont créées par de la lumière pour en faire d'autres. Avec ces trois couleurs, vous faites toutes les couleurs. Le cyan, le magenta, le jaune et le noir, c'est les couleurs qui sont utilisées chez l'imprimeur. Ou dans votre imprimante personnelle, vous avez 4 cartouches d'encre, cyan, magenta, jaune et noir. Donc bleu, rouge, jaune et noir. Allez, je vais vous montrer une petite différence. Donc fichier nouveau, je vais créer un document. Là, je vais choisir RVB. Et après, je vais en faire un autre fichier nouveau. Cette fois, je vais choisir CMJN. Allez, je valide. Alors, la différence, et on l'a vu un petit peu tout à l'heure, quand je prends une couleur, je vais prendre une couleur ici. En fait, ce sont des couleurs qui ne sont pas imprimables finalement. Là, c'est une couleur RVB. Vous voyez, très flashy, etc. Donc ça, c'est visible à l'écran. Maintenant, si vous faites la même en CMJN, vous voyez, j'ai gardé la même couleur. J'ai juste repeint ici parce que c'est CMJN et là RVB. Vous voyez la différence? Il y a quand même une différence. Si je peins un ensemble, attendez, je vais prendre le pot de peinture comme ça sera encore plus flagrant. Voilà, hop, alors, tac. Je suis obligé de le faire plus parce que la tolérance n'était pas assez grande, il y avait une différence de couleur, voilà. Ici et là, voilà, pareil. Ici, vous voyez, il y a quand même une grosse différence, c'est beaucoup plus terne. Pourquoi?
Parce que ici, les couleurs RVB ont été réalisées avec des couleurs lumineuses. Un cours de physique, je ne sais pas si vous vous en souvenez, peut-être pour certains, c'est il y a très longtemps, quand on mélangeait les 3 couleurs, ça faisait du blanc. Et suivant 2 couleurs, ça faisait une autre, etc. Avec le spectre lumineux, ça fait d'autres couleurs. Ici, le problème, c'est que c'est traduit par des encres. Et donc, on ne peut pas avoir exactement la même chose, ici en RVB ou CMJN. Et donc, le problème, c'est quand vous allez créer quelque chose en RVB qui va être envoyé chez l'imprimeur et vous n'avez pas fait attention d'avoir une image CMJN dès le début, ben vous allez vous dire « Ah tiens, super, mon affiche, elle a mis un fond rose flashy fuchsia, c'est cool, ça va en jeter. » Et vous sortez de chez l'imprimeur et vous avez ça qui est beaucoup plus terne. Parce que ces couleurs-là ne sont pas traduites. Parce que ça, c'est le mélange du cyan, du magenta, du jaune et du noir pour faire ces couleurs. Donc ce ne sont pas les mêmes couleurs et ce n'est pas la même méthode. Donc c'est bien là où il faut faire attention. Quand vous travaillez ou pour votre client, vous faites une affiche comme ça, il va avoir ça dans la main. Donc c'est pas du tout pareil, c'est vous qui vous êtes trompé. De toute façon, vous avez une reconnaissance, comme je vous disais ici. Quand vous avez choisi la couleur, on nous dit que cette couleur n'est pas imprimable. Si je clique là, vous allez voir, je vais repeindre, allez, ici la moitié. Et c'est la même couleur qui est ici, vous voyez? Parce que automatiquement, il m'a traduit. Donc, soit vous restez en mode RVB si vous voulez, mais faites bien attention à chaque fois à ne pas prendre des couleurs qui sont pas imprimables, ou sinon vous passez en mode CMJN. Et la différence, c'est que ça sera beaucoup plus terne au niveau du résultat. Voilà la petite introduction sur le RVB et le CMJN. RVB quand vous restez à l'écran, CMJN quand c'est imprimé. Mais attention, si vous envoyez un fichier comme ça, il va le traduire automatiquement en CMJN et donc vous n'allez pas avoir le même résultat. C'est pour ça qu'il faut souvent corriger. Pour modifier, si vous avez tout fait en RVB et vous dites, bah tiens, j'aimerais voir mon résultat en CMJN. Il faudra aller dans Images. Là, j'ai mis qu'une couleur en arrière-plan. Il pourra avoir beaucoup d'éléments. Images. Ici, Mode. Et vous mettez CMJN. Et là, automatiquement, donc il va y avoir une petite, pour dire qu'il y a le changement de profil, vous validez. Et automatiquement, tout sera mis en CMJN. On voit bien ici le mot RVB a été transformé en CMJN. Toutes les couleurs RVB en CMJN. Et là, vous pourrez l'envoyer. L'inconvénient de faire ça, c'est que là, vous voyez le résultat, mais vous n'êtes pas maître de votre changement. Okay, c'est la traduction automatique. Alors que si vous le faites dès le début, alors oui, vous allez avoir la même couleur, mais vous le verrez au fur et à mesure de votre création. Voilà pour la différence RVB-CMJN.